Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. You say you're ordinary, on the contrary, I think you're an extraordinary girl. There's nothing as unique as being exactly who you are, who you are. Be yourself. I see so many people, ridiculous people, trying very hard to be something they're not. So very superficial, makes them not special. They're all the same, all the same. Be yourself. Be yourself. Nobody does it better than you. Be yourself. Nobody does it better than you. You and I, we're very different, very individual. Each other's opposites attract. And one thing I love about you, you follow no leaders. You go your own way, your own way. Be yourself. Be yourself. Nobody does it better than you. Be yourself. Nobody does it better than you. Be yourself. 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 Je pense que le cinéma et le théâtre, c'est un petit peu plus et un peu plus important que ce que l'on a l'habitude de consommer tous les jours. Alors, je n'ai rien contre la consommation de tous les jours, mais moi, spectateur, j'aime venir au cinéma ou au théâtre et recevoir quelques petits chocs d'émotion, de beauté, d'expression que je trouve salutaires pour ma survie, pour mon âme et pour m'entendre dire « Nous sommes avec vous ». Nous vous comprenons. C'est par ces mots que s'exprimait le réalisateur polonais Andrzej Żuławski lorsqu'il présentait à Cannes son film « La femme publique ». Trouver un lieu en lisière d'une vie, de nos vies, d'une ville est toujours un grand réconfort. Ce lieu existe, c'est le Théâtre 14 situé dans le 14e arrondissement de Paris. Notre invité pour ce 104e épisode est Mathieu Touzé, son directeur. Parcours singulier, choix décisif, expérience populaire pour reprendre les mots de Jean Vilar et mener à bien son engagement de citoyen.
Il opte pour la beauté, l'éclectisme, la diversité, sans renier sur la qualité, l'exigence. A que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue.
Alors, je me retrouve en direct du formidable Théâtre 14 avec son directeur dans une salle privée. Exactement. Voilà. Et je suis très très heureux de venir ici puisque j'ai découvert ce théâtre que récemment, c'est-à-dire il y a 2 ans, avec une fusée, une comète qui n'en finit pas, qui s'appelle Clôture de l'amour. Et on avait la chance de revoir le spectacle de Pascal Rambert avec Audrey Bonnet, Stanislas Nordet. Et surtout, j'étais heureux de découvrir un théâtre où on se sent bien, où on est bien accueilli, où le directeur, des fois, présente le spectacle. Et puis, surtout, ce qui est pas mal aussi, il annonce aussi les suivants. Et ça, c'était plutôt extrêmement chaleureux et très agréable, puisqu'il y a le bar après le spectacle où on peut se retrouver, où on peut parler avec les artistes, et c'est pas rien. Moi, j'aimerais tout de suite commencer ce podcast à Que l'art est belle avec une question un peu particulière, puisque j'ai vu un peu la fiche Wikipédia de Mathieu Touzé, et je me souviens d'un film de Krzysztof Kieślowski dans la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Irène Jacob jouait dans justement Rouge avec Jean-Louis Trintignant, et puis elle avait un petit amoureux, et cet amoureux faisait du droit. Et à un moment, il laisse tomber, je pense que c'est le code civil juste avant qu'il passe son comment j'allais dire une interview, mais c'est pas une interview, il passe son examen, son oral, et le code civil s'écrase sur le sol et à une page précise. Alors, il semblerait que tu sois avocat. Après, on va parler très rapidement d'autre chose, mais qu'en est-il de cette chose-là ? Est-ce que toi aussi, Et parce qu'il y a un basculement de vie, c'est pour ça que je parle de cette feuille-là qui tombe, et Kieślowski a fait un film qui s'appelle Le hasard, Przypadkiem en polonais. Alors, qu'en est-il, Mathieu ? D'abord, merci déjà de revenir au Théâtre 14, merci pour le podcast, et puis merci pour la description du lieu dans laquelle je suis très heureux de me retrouver, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas un endroit où on est content d'aller, où on est bien accueilli. Donc je suis très heureux si ça fonctionne. Et pour le droit, oui, alors j'ai été avocat, puisque maintenant je suis omis du barreau, j'exerce pas. Mais j'ai adoré faire ces études, j'ai adoré exercer en tant qu'avocat, j'ai adoré cette profession. Moi, dans ma vie, j'ai pas eu l'impression de faire une bascule. Beaucoup de gens le pensent et le trouvent, donc ça doit être le cas. Mais je l'ai pas, bien sûr, vécu comme ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a des points de rassemblement entre les deux. Et mon point de rassemblement, c'est une idée de la justice, c'est une idée de raconter les hommes, raconter les destins. C'est un travail de compréhension des humains entre eux et le droit et le théâtre, parce que, surtout, avocat, ce qui est un pan particulier du droit, qui est technique, mais qui est aussi l'idée de la justice, de raconter des histoires, d'essayer de trouver des solutions face à des moments où on se sent démuni ou attaqué ou dépouillé. Je pense que le lien, il est pour moi dans la même logique. Bon, parce que je n'ai pas précisé, mais Théâtre 14 étant lisière de Paris, extrêmement accessible, il y a le tram, il y a le métro, il y a les bus. Donc, mais je me disais, lisière, c'était pas mal finalement, parce que je me disais, c'est un pas à côté. Je veux dire, voilà, parce que c'est même au niveau de ce qu'on présente ici. Au niveau, moi j'ai vu donc Clôture de l'amour, j'ai vu Privé SVP, mais il y a d'autres projets, il y a les projets que tu crées toi, mais même le choix de faire venir des compagnies, et puis même mine de rien, on en parlait, parce que je viens de faire une interview avec Axel Grandberger, comédien extraordinaire de ce pourquoi on est là avec Roberto Zucco, et 13 comédiens sur scène, c'est pas rien de les accueillir. Je sais que c'est un budget en ces temps de crise et de choix, il faut faire des choix bien évidemment, mais on défend quelque chose. Alors défendre quelque chose, on en revient à nouveau à ça là, et puis ce pas de côté, quoi, de proposer des projets autres. On va parler aussi des bonnes tout à l'heure, mais Oui, totalement. Le mot de lisière, c'est marrant parce que je l'aime vraiment énormément. Je me souviens d'un livre d'Olivier Adam, je crois, qui s'appelle Le Lisière, tout à fait, ouais. et qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai reconnu énormément de choses à plein d'endroits et de là où moi j'ai grandi et tout ça qui nous constitue. Et je pense que oui, il y a un rapport avec la spécificité d'être ce lieu-là, à la porte devant, en zone prioritaire. Enfin, ça a plein de noms différents, mais ça induit, tous les noms induisent la même chose. C'est des difficultés principalement économiques de la plupart des gens qui y vivent, mais aussi
un aspect du quartier qui n'est pas le plus valorisant et pour soi et pour les gens qui y vivent et voilà, qui n'est pas toujours vécu positivement. Et puis un manque de moyens aussi dans l'environnement, on va dire. Et que la ville de Paris ait voulu faire un théâtre à cet endroit-là, moi je trouve ça merveilleux parce que ça correspond vraiment à ma vision de ce à quoi le théâtre sert, à ce à quoi on peut faire société, comment ça peut être un outil de développement humain indispensable. Et donc mener cette mission-là, j'y tiens énormément. Et aussi, je pense que aussi c'est par rapport à mon parcours, à qui je suis, d'où je viens. C'est un endroit dans lequel je me trouve, dans lequel je suis sûr d'être moi-même, dans lequel je me sens légitime. La lisière, ce qui induit beaucoup de choses, on en parle beaucoup avec ma thérapeute, vous en faites pas. Et après, il y a la qualité des œuvres, et ça, je mets un point d'honneur à ne faire aucune concession sur l'artistique. Vous avez parlé de Clôture, et en même temps, je pense, l'un des spectacles, moi aussi, qui a été les plus fondamentaux de ma vie, je ne fais pas faute, nécessaire et que j'étais tellement heureux de reprendre et qui a une forme extrêmement radicale dans la manière dont il est construit. Et ça, j'ai une vraie joie de partager cette typologie de spectacle et d'être à l'endroit de la recherche parce que c'est aussi respecter les gens que de ne faire aucune concession sur l'artistique. Alors c'est un combat de chaque jour parce qu'on n'est pas au meilleur endroit pour faire ça, mais de le faire là, pour moi, ça a un sens très fort et ça a construit le projet du Théâtre 14 et sa bonne dynamique avec le quartier où en fait, avec les gens, on se comprend, même si on pourrait dire l'art, les artistes, c'est un peu loin un peu hors sol. Et non, en fait, ici, la discussion, elle est vraiment possible parce qu'elle est très concrète. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je me reconnais beaucoup à cet endroit-là. Bon, on va revenir à cette programmation qui est assez incroyable et puis surtout l'énergie, les possibilités de rencontres qui sont fabuleuses et je crois qu'il y a même des artistes de la Comédie Française qui sont venus ici, mais on va en parler par rapport aux différents projets qui sont là, mais on va revenir à un point de départ qui est l'enfance, en tout cas l'adolescence. Qu'est-ce que c'était Alors je sais pas si c'est... tu as grandi où, Mathieu ? Moi j'ai grandi à la campagne. À la campagne, mais ouais. Vers quel... plus précisément. À côté de Rouen, dans un village qui s'appelle Pissipoville. Bon, en Normandie alors. Ouais. Qu'est-ce que c'était qu'être enfant dans ce petit village-là, ou même après adolescent ? Est-ce que la présence de l'art était là, au sens large ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des bibliobus qui passaient, comme moi au Mans ? Il y avait des bibliobus. Est-ce qu'on disait, Mathieu, dépêche-toi, on va rater la séance, là, habille-toi vite fait, et rentre en ton 3 tours à la médiathèque. Qu'est-ce qu'il en était de tout ça, l'enfance ? Alors, j'ai pas l'âge des 33 tours. L'enfant, c'était en même temps difficile et en même temps génial. C'est que c'était difficile parce que, et je me rends compte aujourd'hui, mais quand on y est, on se rend pas compte du manque. Il n'y avait pas de théâtre à côté de chez moi. Le cinéma, c'était quand même... un événement que d'y aller, il fallait nous emmener, c'était une sortie familiale, on y allait, mais fallait y aller quoi. C'était quand même, fallait prendre la voiture, fallait faire 30-35 minutes de route, voire plus. C'était pas si simple, c'était pas acquis. Après oui, il y avait une bibliothèque, il y avait l'école et il y avait, je pense, de ma part déjà une appétence vraiment vers le culturel. Et il y avait, je pense, une envie de ma mère de nous ouvrir vers le culturel, mais sans en avoir forcément ni les clés ni les moyens, en fait. Donc, au début, elle nous emmenait à la bibliothèque. Bon, après, on a vieilli aussi, donc c'était peut-être moins facile. Puis on était plus loin et tout ça, mais il y avait peu de choses. Il y avait la télévision, qui a quand même été très importante. Et il y avait un club théâtre dans le village, auquel ma mère m'a inscrit parce que j'étais un peu turbulent. C'était intéressant, les enfants turbulents, mettez-les au théâtre. Oui, parce que je pense qu'il y avait quelque chose de l'idée que le sport était pas vraiment mon truc, je correspondais pas non plus vraiment aux critères de l'enfant sportif, donc je m'y serais pas vraiment épanoui, mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre du mouvement, sûrement de la créativité qu'elle a vue, quelque chose qui lui a paru cohérent à un moment donné, et ce club théâtre qui était là. Et c'est là où l'histoire, elle devient aussi géniale, c'est-à-dire que comme c'était un tout petit village,
Moi, j'ai fait du théâtre dans ce club théâtre sans aucune idée de ce qui existait à l'extérieur. J'ai découvert grosso modo Molière. Voilà, on a fait quelques autres trucs, mais j'ai pas vraiment identifié. Mais je faisais quand même du théâtre tous les ans. Il y avait une association familiale qui essayait de sauver le club théâtre comme elle pouvait. Puis à un moment donné, le club théâtre était plus sauvable parce qu'il y avait plus personne. Et là, j'avais 17 ans, et donc je me suis dit, je vais les monter moi, les pièces, mais persuadé qu'il n'y avait pas d'extérieur. C'est un peu bizarre, mais il y avait pas, j'avais aucune idée qu'il y avait des écoles, que ça pouvait être un métier, que tout ça était vraiment très très loin. Mais comme c'était un petit village, on pouvait faire des trucs sans tout à fait demander aux gens, en fait. Donc du coup, moi j'ai monté des spectacles, on m'a dit ok, on m'a passé les clés de la salle municipale, j'ai monté des spectacles dans la salle municipale, on a acheté des bouts de tissu, ma mère elle a cousu des costumes, et j'ai monté des spectacles en fait. Qu'est-ce que c'était que Mathieu que d'être là, dans cet espace-là, d'avoir son espace à soi, est-ce que tu pouvais dire je suis bien là, je suis chez moi, une chambre à soi de Virginia Woolf par exemple? Oui, je pense, parce que en plus après il y a eu Internet et tout ça, donc il y a eu quand même une possibilité d'exploration. Il y avait, en fait, comme le monde était petit, oui, et il me remplissait quoi. Puis bon, j'avais des besoins d'évasion aussi, donc je les ai remplis à cet endroit-là, et j'étais pas. Comme je savais pas que en fait, quand vous savez pas que le reste existe, il vous manque pas. En fait, il y a l'ennui, il y a les livres. La littérature a quand même été vite un endroit de refuge. Ouais, beaucoup quand même. Et la télévision. Vraiment, la télévision, maintenant je me dis, c'est quand même une porte ouverte sur le monde. J'ai regardé mes premières cérémonies des Molières et les cassettes vidéo. Ça parce que du coup on allait au centre commercial et j'achetais des cassettes vidéo et je regardais des cassettes vidéo, et chez mes grands-parents il y avait des cassettes vidéo d'Au Théâtre ce soir qui étaient les seuls trucs qu'il y avait parce que c'était leur génération, et que je regardais en boucle parce qu'il y avait que ça qui me plaisait à cet âge-là quoi. Et après la campagne, oui, ça a été la possibilité de mettre en place des spectacles sans me rendre compte vraiment de ce que je faisais, mais donc je pense que ça allait. Bon, passe ton bac d'abord. Quel bac? Bac S, spé maths, allemand latin, la totale, parce qu'il y avait là l'idée parce que comme le théâtre ne pouvait pas être un métier, il y avait l'idée de s'en sortir pour les études. Moi j'ai eu une enfance, j'ai pas envie de dire difficile parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles, mais j'étais vraiment aujourd'hui ce qui me semble être vraiment harcelé à l'école quoi, à cause de qui j'étais et d'à quel point je correspondais pas au système, en tout cas au monde tel qu'il devait se définir. Et l'échappatoire, c'était l'école, c'était la réussite scolaire en fait. Donc j'ai essayé de m'enfuir par là. Ouais, c'est pas si facile. Oui, je pense à ça, cette histoire d'harcèlement et le fait on est ici, maintenant il y a des choix de devenir un grand garçon et tu défends tu disais je défends des textes, je ne suis pas prêt à m'abaisser pour rien, je veux que les vraies choses, les vrais mots, les vraies valeurs soient présentes dans ce théâtre, et je pense à ce choix qui va advenir, qui va être le droit. Et défendre quoi, voilà. Oui, il y a l'idée de justice. Alors après, juste sur défendre les textes ici, c'est que c'est aussi ma mission, c'est-à-dire que moi j'admets tout à fait qu'il y ait d'autres formes de théâtre et que je peux en plus par ailleurs beaucoup aimer, mais qui sont peut-être plus accessibles et donc qui n'ont pas besoin de, entre guillemets, la puissance publique, la démarche publique pour être accessibles, et que des choses plus difficiles, on va dire, même si c'est un terme un peu qui mériterait d'être questionné, mais c'est aussi des outils dans la vie, c'est aussi des outils dans l'existence, et ça il faut que ce soit accessible à tous, parce que la beauté à travers l'exigence, déjà ça peut être constructeur, et puis aussi on est dans une société avec on a besoin d'outils en fait, et pour vivre avec les autres et pour vivre ensemble. J'aurais presque poussé jusqu'à dire il y a des cultures entre guillemets dominantes qu'il faut maîtriser
pour pouvoir avoir le droit d'avoir accès à tout. Mm. Et par contre, tout le monde doit avoir le droit d'avoir accès à tout. Et après, oui, je pense que le droit, il y a une réaction par rapport à des situations et d'enfance et que j'ai vécu comme profondément injustes, comme aujourd'hui le fait de grandir à la campagne, même si à l'époque j'avais pas conscience que j'avais des manques, aujourd'hui je le vis comme profondément injuste parce que je vois bien qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas eu accès parce que je n'étais pas au courant et qui à la suite m'ont posé des limites pour pouvoir grandir et évoluer comme j'en ai envie. Est-ce que d'être dans un prétoire, quand tu vas y être justement, et on parlera tout à l'heure de Jean Genet, mais on peut en parler dès maintenant, avec le balcon par exemple, mais d'être dans un prétoire qui est déjà un théâtre en soi, est-ce que dans cette période-là, il a fallu laisser le théâtre de côté ? Qu'en a-t-il été ? Non, pas du tout. En fait, j'ai eu une évolution, empirique, où j'étais donc en terminale, je faisais des mathématiques, ça me plaisait pas plus que ça, j'étais là vraiment pour échapper à une condition, mais c'était pas spécialement mon truc, les maths, les matières littéraires se passaient beaucoup mieux. Donc je me voyais pas aller. Mon frère, il avait fait une spécialité, comme on dit, les prépas. Ça avait l'air horrible et surtout, ça ne m'apportait aucun contentement. Et puis j'ai passé la porte de la fac de droit à l'époque où il n'y avait pas des trucs horribles comme Parcoursup et ces machins-là. On pouvait arriver, dire j'ai envie de m'inscrire, on payait 60 balles et on était inscrit. C'était quand même un monde absolument merveilleux. On n'avait pas de preuves à faire. Et je sais pas pourquoi j'ai été vers le droit. Je n'en ai aucune idée. Je serais incapable de le dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je m'y suis épanoui ? C'est certain. Et en fait, je ne savais pas qu'on pouvait être acteur professionnel. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du théâtre de sa vie. Pour moi, ça n'existait pas. Mais comme dans un autre angle, j'entendais parler d'un truc qui s'appelait sciences politiques, qui m'aurait sûrement j'aurais bien aimé essayer. Mais à aucun moment, je n'ai pu me projeter dans l'idée que je pouvais y prétendre. Il n'y avait pas de gens autour de moi qui passaient ces concours-là. Et aujourd'hui, je sais qu'en fait, il y a des gens qui le passent à la sortie de ça. Mais moi, j'avais pas idée, en fait. Et donc, il fallait aussi un endroit où sortir un peu du prisme mathématique, ou je sais pas. Et la fac, c'était merveilleux parce que c'était la liberté. Donc, à côté, je pouvais faire du théâtre autant que je voulais. Et donc, en fait, j'ai poussé les études de droit parce qu'à côté, je faisais du théâtre et je rattrapais une espèce de retard et j'ai voyagé et tout ça. Mais je pense à ça en t'écoutant. Est-ce que c'est pas extraordinaire finalement ? Parce que je pense à Dostoïevski. Est-ce que c'est pas l'endroit où être dans un prétoire parce que qu'est-ce qu'on espère récupérer en sortant tout à l'heure ? Et je suis très heureux parce que les spectateurs vont. Je me souviens d'une jeune fille qui disait à la fin de La double vie de Véronique, Krzysztof Kieślowski était dans la salle et elle a dit « Je vous remercie parce que maintenant je sais que j'ai une âme ». Mais c'est ça qui va passer quand ils vont partir de Roberto Zucco. Ils vont savoir qu'ils ont une âme, qu'elle est remplie et comprendre l'âme humaine. C'est pour ça qu'on vient au théâtre dans toutes ses perplexités, justement, d'autant plus avec Roberto Zucco, mais c'est un prolongement que tu as vécu, enfin, quelque chose qui s'est amoncelé comme ça, et comme une mer qui monte progressivement, mais ça a rempli l'émission que tu fais là, et puis l'être humain au cœur d'ici, du Théâtre 14. Oui, complètement. Je pense qu'il y a une évolution comme ça. Et puis, il y avait aussi, je pense un peu plus concrètement, il y avait un besoin de revanche par rapport à ce que j'avais vécu au collège et tout ça. Donc, c'est passé par le droit. Et puis, le théâtre est toujours resté là. Et à un moment donné, et ça, j'ai un souvenir par contre extrêmement clair, peut-être à l'endroit du changement de vie, c'est que j'étais avocat, c'était cool, j'adorais ça, ça marchait plutôt bien, je m'épanouissais quoi. Et puis un jour arrive un nouveau dossier et j'ouvre un nouveau jeu de conclusion et en fait je me dis mais je vais pas faire ça tout le temps. Enfin c'est une routine qui se met en place. On fait le truc, on fait l'assignation, on recommence, on fait une assignation, on va au procès, on gagne, on perd, on va au procès, on fait une assignation. Et en fait, à un moment donné, ça ne me remplissait plus. Et du coup, j'avais l'impression que ma vie ne servait plus à rien. Bon, alors justement, je pense à ça. Donc, quitter le prétoire. Et puis surtout, tu disais routine. Là, il y a quelque chose qui se met en place parce que là, on a parlé pour l'instant, bon, tu vas devenir comédien, parce qu'il y a comédien, mais il y a aussi mise en scène, mettre en scène. Qu'est-ce que c'est que mettre en scène, Mathieu ? Oui, mais en fait, je l'étais déjà, c'est-à-dire que
les choses, elles se font presque par hasard. J'étais dans cet atelier théâtre, j'étais hyper content. Arrive, le truc se disparaît un peu vers l'âge où j'ai 17, 18 ans. Peut-être ça a commencé j'avais 16 ans. Je me dis, en fait, peut-être qu'en fait, quand on a 16 ans, les ateliers théâtre, en fait, dans ma tête, je me suis dit, les ateliers théâtre, c'est que pour les enfants. Quand on est adulte, qu'on le devient, il n'y en a plus. Donc, il faut construire soi-même son truc. Donc, je monte des projets. Donc, je me mets à faire de la mise en scène. Et ça marche un petit peu, quoi. Et je finis par transformer mon village en théâtre géant avec une pièce qui circule partout. Je me souviens parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait ça ? Qu'est-ce qui m'a pris J'ai rempli le stade de foot, j'ai mis 180 mètres carrés de scène. Et ça me paraissait, mais d'une logique. Et c'était hyper normal. Et puis là, arrive le truc. Et puis je vais du coup aussi plus entre guillemets à la ville puisque je vais à la fac. Là arrive un besoin de m'échapper encore plus profond. Il y a la possibilité de faire Erasmus. Je pars à l'étranger. Où ça quel Je suis parti en Islande 1 an. Et puis j'avais d'autres amis qui voyageaient. Donc là je me suis mis à voyager, ce qui était pour moi quelque chose de très important, très nécessaire. Et puis le théâtre m'a manqué. Et donc j'ai repris. Et en fait plus ça allait, plus j'avais besoin de me former plus fortement. Mais sans comprendre que les choses existaient. Je me souviens d'avoir passé le concours de l'ENSAT, mais comme on s'inscrit au cours de théâtre du coin de la rue, c'est-à-dire que je me suis dit, là il y a des cours qui ont l'air un peu plus pointus que ce que j'ai fait jusque-là, puis qui m'ont l'air intéressants, je vais m'inscrire. Mais j'avais pas compris qu'il y avait des gens qui passaient des années à préparer l'affaire. C'était loin de moi, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des écoles nationales, et j'étais déjà tellement, en fait... C'est horrible ce que je veux dire, mais j'étais vieux en fait, parce que j'avais presque plus l'âge. Enfin, et j'étais là, mais ce monde d'un coup m'apparaissait, et là j'ai compris le manque. Et donc j'ai continué à me former, mais c'était en parallèle. Et en parallèle, en fait, j'ai fait mes études de droit, je vous dis, parce que ça me permettait de continuer le théâtre. Et en fait, comme ça marchait, mes parents, ils me demandaient rien. J'étais là, voilà, j'étais pris en master, super, je suis pris en master 2, voilà, j'ai passé le concours d'avocat, super, c'est bon, je l'ai eu, super. Ça endort aussi toutes les craintes et tout ça, donc ça me permettait de continuer. Mes parents m'aidaient un peu, je travaillais. Et puis là, je suis rentré en fait dans un conservatoire parce qu'en passant l'ENSAT, je me suis dit, je l'ai pas eu, je vous cache pas, mais je me suis dit, mais en fait, il y a des écoles qui ont l'air plus cool. Il y a un truc à Paris qui a l'air génial, c'est le conservatoire. Ça a l'air bien, ils font du chant, ils font de l'escrime. Ça, c'est un super cours de théâtre. Mais je n'avais aucune idée de la sélection, de ce que ça représentait et tout ça. Mais je vois, on peut pas passer l'entrée du concours, il faut s'inscrire dans un conservatoire régional. Et pour moi, les conservatoires, c'était un truc qu'on faisait quand on était jeune, c'était même pas pour les adultes. C'est pareil, c'était un truc, puis en plus à Rouen, il avait pas bonne réputation et tout ça, donc je me suis vite éloigné de ça en fait. Et là, je m'inscris dans ce truc et je me dis, moi, ça fait quand même 10 ans que je fais du théâtre. Depuis que j'ai 10 ans, je montais des projets, mes 180 mètres carrés de scène. Et là, on me colle en première année avec des gens j'avais 25 ans, avec des gens qui en avaient peut-être un peu moins, mais avec des gens qui en avaient 17, 16. Et j'étais là, mais en fait, je suis largué sur le monde, quoi. Et en parallèle, j'étais en master et tout ça continuait. Et donc, comme tout le monde passait des concours, j'ai passé des concours. Et puis, j'ai eu l'été 91. En parallèle, je passais le concours d'avocat. Enfin... C'était, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de plan. Le poids des mots, parce que je vois dans les projets que tu as mis en scène, il y a Philippe Besson, Olivia Rosenthal, on a parlé tout à l'heure d'Olivier Adam, la littérature, le sens des mots. Qu'est-ce que c'est que découvrir un texte ? C'est se rencontrer soi, c'est le principe de l'œuvre d'art, je pense. Il y a des textes à un moment donné qui résonnent en vous, il y a une capacité à mettre les mots les uns à la suite des autres, qui sont de la poésie, qui sont fabuleux. Et puis ça comble des manques qu'on a, des pertes, ça aide vraiment à se comprendre, à se trouver, à dire des choses qu'on n'arrive pas à dire parce qu'on nous a pas donné les mots, parce qu'on a peur de les saisir. Ça aide à parler de soi indirectement. Moi, c'est sûr que les textes, c'est la colonne vertébrale de mon existence et de mon travail de metteur en scène. Ça, c'est l'appui de tout. Et moi, la manière dont je fais de la mise en scène, c'est de la rencontre avec les mots. Alors après, quand j'explique aux producteurs... en fait, je sais que je vais me rencontrer avec ce texte-là parce que j'en ai un sentiment profond. Mais par contre, le spectacle ne va exister que de ma rencontre. Donc tant qu'elle n'a pas eu lieu, il n'y a pas de spectacle. C'est 2016, Un garçon d'Italie, ouais. de Philippe Besson. Ouais. Alors justement,
comment on tombe sur ce livre? On va dans une médiathèque, il y a un ami qui nous en parle. Comment ça se passe, cette histoire-là? Il y a quelqu'un qui vous le donne, ouais. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui vous vous mettez à partager beaucoup de choses, dont de la littérature, de manière un peu, je sais pas, un peu improbable. Et puis, qui me donne ce livre. Parce qu'il sait, lui l'a lu. Et... Lui l'a lu, ouais. Ouais. Lui l'a lu, lui lit la presse, rencontre beaucoup d'œuvres et me le donne. Il me donne plusieurs livres, dont celui-là, en me disant « Ah, c'est vraiment génial ». Dans quelles conditions Mais finalement, c'est marrant. sans penser à toi. Il te le donne pour le partager parce qu'il a eu du Pour le plaisir à partager le avec lire, moi, ouais. mais pas avec une projection plus lointaine encore en se disant « ça c'est pour lui ça ». Non, Ça, ouais, c'est non, fort, pas ça du va. tout. Oui, parce que c'est un peu Voyage au bout de la nuit. Par exemple, Lucchini, Voyage au bout de la nuit, on lui a offert, ça a changé sa vie. Donc là, mine de Ah, rien. ça a changé ma vie. Ouais. Parce que Philippe Besson, après, on lit un livre, on se dit ça, je me reconnais dedans, enfin en tout cas ça m'émeut, je suis bouleversé. Après, on veut l'adapter. Est-ce qu'on contacte la maison d'édition? Est-ce qu'on réussit à rencontrer Philippe Besson? Comment ça se passe? Parce que ça va être un peu Ah ouais. le projet phare. Ouais. En fait, je le lis et je me dis c'est du théâtre. C'est du théâtre. Pourquoi? Alors là, c'est du théâtre et je vais le monter. Et j'en parle déjà quand je suis au conservatoire avec des gens. Et puis bon, on a dû faire une lecture, puis le truc aboutit pas. Bref, je rentre à l'EDT 91, je fais ces 2 années, je monte bref, je cherche, je monte des maquettes, j'essaye des trucs, je suis pris dans des spectacles, je travaille un peu comme acteur. Et ce livre revient, et il y a au cours de ces petits projets que je faisais, il y a 2 personnes qui sont là et qui pour moi, qui commencent à travailler avec moi et qui correspondent au rôle. Et là, je me dis, c'est ça qu'il faut faire, même si je trouvais ça trop radical à l'époque. Comme quoi, j'avais pas vu grand-chose. Mais je trouvais ça trop radical. Je me disais, ça marchera jamais comme un premier projet, parce que en fait, j'avais pas tant d'idées de carrière et tout ça. Et le DT, je l'avais fait en me disant, j'ai besoin d'outils pour mieux faire mes projets, pour faire mieux les projets. Et donc j'en essaye, mais pas de plan de carrière, quoi. Et puis on le fait, on le monte. À ce moment-là, il se trouve que je suis dans un autre projet qui passe un concours. Alors je me dis, je vais passer le concours. On le présente, ça marche, on est retenu. Il se trouve que les 2 acteurs avec qui je commence à travailler sont pris au Conservatoire National, eux. Donc ça vous ouvre des portes. À un moment donné, quand même, on est pris dans ce festival, on gagne 3 prix, donc le truc fonctionne. Et comme je montais ce texte, que je savais que j'allais le présenter à ce festival à Théâtre Ouvert, un jour, je vais présenter une dédicace de Philippe Besson, et puis je lui explique, quoi. Est-ce qu'on avait écrit à la maison d'édition avant ? Oui, je pense. Il avait dû en Pour les droits entendre d'auteur. parler. Il avait dû en entendre parler, il avait dû me dire oui. Enfin, la maison d'édition, mais moi, j'avais pas de contact. Comment je les avais contactés, j'en ai plus aucune idée, mais j'avais fait ça moi, avec Internet, quoi. Et là, je vais le rencontrer, et il me dit, super, je vais venir. Et il est venu, et il a aimé. Et j'ai envie de dire, on s'est plus quitté, quoi. Après, je l'ai repris, il est revenu. Et à chaque fois que je le reprends, il revient. Et là, quand je l'ai repris, il est encore revenu. Et du coup, après, c'est aussi une écriture qui m'a plus quitté, parce que je pense que c'est une très grande écriture. D'ailleurs, elle reste depuis 10 ans. Je me dis, une écriture qui tient autant dans le temps, c'est vraiment une grande écriture. Ce que ça dit de l'humanité, la manière dont ça touche les gens, c'est forcément une grande écriture. Et puis, comme j'ai su qu'il allait écrire un livre sur... donc, j'ai lu tous ses livres, tout ce qu'il a écrit. Et quand j'ai su qu'il allait écrire sur le harcèlement scolaire, je me suis dit, je sais que je vais monter ce texte, donc je l'ai attendu fébrilement. Et puis, quand il a été publié, je l'ai lu et je me suis dit, ok, je le fais. Quel texte? Vous parlez de mon fils. D'accord. L'avant-dernier. Et là, comme on se connaissait bien, j'ai lu le livre, j'ai pleuré, je lui ai fait un texto, je lui ai dit, j'ai envie de l'adapter, il m'a dit ok. C'est comme Olivia, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'écriture d'un auteur, Olivia Rosenthal, quand vous rentrez dans l'écriture d'un auteur et que vous le rencontrez, et que je crois que vous révélez des choses à lui-même quand vous montez ses projets, la première fois, ils sont un peu fébriles, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce type et qu'est-ce qu'il va faire? Et puis ils voient un spectacle, ils se disent, c'est bon. Et je me souviens d'Olivia, au début, elle avait des questions, on a discuté, nanana... Et puis elle a vu le spectacle, et puis j'ai adapté d'abord Que font les reines après Noël, et puis je lui ai dit en fait j'ai eu une révélation, mais c'était vraiment une révélation, c'était n'importe quoi. Je vais adapter On n'est pas là pour disparaître. Puis là elle m'a envoyé le Word, il n'y avait plus de questions, fais bien ce que tu veux, c'est bon, quoi. Bon, il y a
photo de présentation, je sais pas si c'est l'affiche ou photo de présentation par rapport à un garçon en Italie, un garçon d'Italie. Tu joues dedans avec 2 autres comédiens et je pensais au mouvement parce qu'on t'es en plein mouvement sur cette image, le mouvement qui est en toi, que tu mets sur scène. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une nécessité, je pense. Puis le théâtre, c'est quand même de la mise en vie, alors que bon, moi, je pense que c'est marrant parce que je fais des spectacles, je trouve, assez statiques. Et en même temps, ce qu'il en reste, c'est une impression de mouvement, mais j'évolue dans une... Je pense que j'évolue aussi dans un désir qui est paradoxal, parce qu'il y a une recherche de vérité, et je pense qu'il faut casser l'essence pour atteindre une forme de vérité, donc peut-être que c'est de là que ça vient. Il y a Hortense Archambault qui est venue voir un de mes spectacles et qui m'a dit en sortant c'est improbable, on dirait du baroque sobre. Et j'ai trouvé cette explication me convenait et me définissait totalement. Il y a de la recherche de vérité, donc il y a de la recherche de presque quantique, d'aller au plus profond des choses. Et ça passe par mettre en mouvement le statique et mettre en statique le mouvement, je sais pas. Bon, on aimerait passer plus de temps encore ensemble là, parce qu'il y a plein de jolies choses qui se disent. Moi, je voudrais t'offrir une phrase que m'a dit un metteur en scène polonais qui s'appelait Andrzej Żuławski, qui m'a dit quand on reste honnête et propre, on arrive à faire courber le destin. Voilà, dernière phrase maintenant pour clore cet entretien. C'est la phrase habituelle par rapport à ce podcast avec l'art est belle. C'est un film justement de Żuławski, ça s'appelle L'Anneau de bleu. Rappelez que Żuławski, c'est le réalisateur de L'Importance est d'aimer avec Romy Schneider, Possession avec Isabelle Adjani et bien d'autres aussi avec Sophie Marceau. Mais là, c'est Marie-France Pizier dans L'Anneau de bleu. C'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et George Sand, histoire d'amour qui se termine, qui se clôture de l'amour. Il fait dire à George Sand, il lui fait dire quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. Toi, Mathieu, comment tu as réussi à traverser ces bourrasques, ces tempêtes ? Je sais pas, il y a une force de vie, je pense, quelque part. Il y a une nécessité, ça va paraître un peu fleur bleue, mais je crois qu'il y a quelque chose dans l'art qui me porte à un endroit total, absolu. Et je pense souvent à ça, parce qu'un jour quelqu'un m'a dit « mais t'as vraiment de la chance d'avoir une passion, ça remplit une vie ». Et j'étais là, mais en fait la passion, revenez sur les termes et d'où ça vient. Parce que c'est pas si simple. Mais il y a une force de nécessité qui vient de je ne sais pas où, de blessures peut-être, sûrement d'ailleurs, et de joie, et je pense, et au vu de ce que j'ai traversé, je pense qu'il y a une force de vie nécessaire, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, on finira là-dessus par cette phrase force de vie que l'on retrouve, le léger. Oui, Żuławski disait aussi des fois le léger surplus, le force de vie, léger surplus que vous pouvez retrouver justement parmi la programmation par rapport à tous ces artistes qui viennent défendre quelque chose aussi à leur manière. Donc, merci beaucoup d'avoir investi ce lieu et surtout quelle belle chose de se retrouver comme dans ce grand terrain de foot là, voilà, et de nous offrir la vie, la passion, la beauté, l'état du monde tel qu'il est, et on continue et on se bat ensemble. Donc merci beaucoup pour tout ça, Mathieu. Merci beaucoup. Et si l'automne chasse un été de pluie, la 4L est morte, on a repeint la rue. Elisa dedans, petit Jean, l'écran est fort. J'apprends la guitare, j'en suis à 3 accords. J'ai trouvé des girolles au marché ce matin. J'aimerais vivre à Rome, oh j'aimerais bien. J'ai planté des tulipes et le tarte à éclore. C'est tout, je crois. Ah oui, je t'aime encore. Mais où tu? Si loin
déçu. Ça m'a fait bizarre, mais j'ai survécu. On m'invite, on me désire, et je danse et je sors. Et quand je danse, je t'aime encore. Mais où es-tu? Si loin sans même une adresse. Et que deviens-tu? L'attente est ma seule caresse. Et je t'aime encore, comme dans les chansons banales. Ça me dévore, et tout le reste m'est égal. De plus en plus fort, à chaque souffle, à chaque pas. Et je t'aime encore. Et toi, tu ne m'entends pas. Vous avez pu entendre J.J. Johnson avec Be Yourself, qui était mon choix. Et puis les deux choix de notre invité, Mathieu Touzé, eh bien c'était le Miserere d'Allegri et Céline Dion, et Je t'aime encore. Vous rappelez que Un garçon d'Italie est actuellement au studio Héberto du 30 mars au 26 mai 2026. Et puis, l'événement exceptionnel au Théâtre 14, c'est bien entendu Platanov de Tchekhov, qui aura lieu pour une expérience complètement folle, eh bien, les samedis 2, 9, 16 et 23 mai, de 14h à 23h. Pourquoi je dis folle? Parce que 9 heures de spectacle en 7 épisodes, en tracts compris, j'en perds mes mots. Il faut absolument le vivre, cette expérience-ci. Voilà. Alors, l'équipe de Ah que la Rébelle, eh bien, l'entretien Fabien Eck, prise de son Melville Eckbelet, musique Adrien Diarojo, visuel Stéphane Perrault, photo Philippe Lévy. Ah que la Rébelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.